lorsque nous revoyons un peu l'histoire de l'Afrique, à partir des années 50 jusqu'aux années 60, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu effectivement des mouvements populaires qui auraient pu amener l'Afrique à l'indépendance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les puissances coloniales avaient aussi, dans leur souci de garder la main sur l'Afrique, réfléchi à plusieurs reprises sur la méthode à utiliser pour pouvoir sortir du tout répressif colonial, du parti colonial, pour s'inscrire dans une dynamique de colonisation beaucoup plus douce, beaucoup plus modérée, mais avec des résultats beaucoup plus affirmés. C'est ainsi qu'on va mettre l'accent sur l'administration. Le système colonial va sortir du tout répressif pour s'installer dans une dynamique d'administration qui va se matérialiser par le renforcement du dispositif scolaire, du dispositif religieux et du dispositif social. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que progressivement, on va ériger en Afrique une forme d'élite qui va prendre les choses en main, à qui on va confier la responsabilité de jouer en réalité le rôle que les gouverneurs et les préfets locaux jouaient. Et donc, dans cette logique, quelqu'un comme Joseph Valmore, qui avait très tôt vu que la colonisation française allait tout droit dans le mur, en procédant par la répression. Et donc Joseph Valmore va demander par exemple que la colonisation française fasse des réformes, renforce l'outil linguistique, donc le français, et ensuite l'école, pour qu'on érige en Afrique une forme d'élite, qui sera en réalité, selon les termes de Joseph Valmore, des Français en Afrique, qui vont continuer l'œuvre du maître. À part Joseph Valmore, il y a quelqu'un comme Paul Leroy-Beaulieu, qui est un théoricien formidable, un formidable économiste, qui avait aussi demandé effectivement que la France sorte du cadre du tout répressif colonial pour travailler beaucoup plus sur l'administration des colonies. Il y a eu le ministre des colonies de l'époque qui s'appelle Albert Sarraut, qui a écrit beaucoup de choses sur les colonies. Lui aussi demandait la même chose. Il y avait quelqu'un comme Brévier, qui était le gouverneur de l'Afrique occidentale, qui demandait la même chose, en des termes très clairs. Et ces gens-là ont atteint effectivement le résultat. Parce que l'école coloniale en Afrique leur a permis effectivement d'ériger en Afrique ce que, selon les termes même de Brévier, constituait l'élite indigène. Voilà. Et donc cette élite va effectivement jouer ce rôle. Et puisque la logique coloniale, c'était tout simplement d'exploiter, de dominer l'Afrique, de posséder l'Afrique, d'exploiter ses richesses dans le compte de la métropole, eh bien, on avait confirmé l'Afrique dans le giron colonial à travers une réforme du système colonial. Et donc, dans cette dynamique de réforme du système colonial, il y avait une forme de télescopage avec ce que, en réalité, les peuples africains voulaient au travers des mouvements dits d'indépendance en Afrique. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? La France et les autres puissances coloniales, effectivement, vont procéder par assassinat, par élimination. C'est ainsi qu'on va éliminer tous ceux qui incarnaient ce courant nationaliste, ce courant indépendantiste. Et donc, le premier président démocratiquement élu, porté par ce courant indépendantiste africain, qui est Sylvanus Olympio, va être assassiné le 13 janvier 1963. Le premier ministre qui a été assassiné, et c'était en réalité le premier homme politique en Afrique qui a été assassiné, c'était Patrice Lumumba. Voilà. Donc, on avait assisté ainsi à une forme de freinage de la dynamique indépendantiste en Afrique. On va assassiner tous ceux qui n'étaient pas véritablement capables
de faire perpétuer le système colonial. Et donc quand on va les assassiner, on va mettre à leur place tout simplement des gens qui effectivement seront capables de prolonger ce système. Et ceci a duré jusqu'à ce que on en arrive par exemple à des gens, à la génération de Thomas Sankara, qui aussi ne va pas vouloir s'inscrire dans cette dynamique de la colonisation. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va l'assassiner. Et on va mettre à la place quelqu'un comme Blaise Compaoré qui va effectivement remettre le Burkina Faso dans le junon colonial pour que effectivement les choses deviennent normales. Et donc par assassinat, au Cameroun par exemple, la répression était féroce. Tous les cadres de l'UPC ont été assassinés matinalement. Et les techniques qui ont été utilisées par la France, par exemple, relevaient tout simplement des techniques nazies. Et Mesmer, Pierre Mesmer, qui était le gouverneur, qui était celui qui a été envoyé pour pacifier le Cameroun, selon le terme en vogue à l'époque, avait dit clairement qu'il avait procédé par des méthodes tout simplement de rassemblement dans des camps, avec des barbelés autour pour pouvoir mieux circoncire la contestation et repérer tous ceux qui animaient ce mouvement à l'époque. Et donc on avait assassiné Oumniobé, on a assassiné Ossédé Afana, on avait assassiné Ernest Ouandié, et ce terrain assassin a continué jusqu'à Genève par exemple, où la France est allée jusqu'à assassiner Félix Mounier par empoisonnement à Genève. Dans ce terrain, qu'est-ce qu'on va voir? Puisque la volonté du système colonial est de conserver pour une période assez longue la même mise sur le continent africain, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir, avec les années 90, ce qu'on a appelé le vent de l'Est qui avait soufflé, qui avait atteint l'Afrique. Ce qui en réalité était faux. Puisque ce qui s'est passé en réalité, c'est quoi? C'est qu'on a assisté une fois encore à une anticipation, à des réformes pour permettre également au système de continuer tout simplement. Donc on va inscrire l'Afrique directement dans une dynamique électoraliste avec un cadre étatique qui en réalité n'existe pas, qui en réalité est un cadre étatique colonial, puisque les États africains dans leur réalité sont des constructions venant de la conférence de Berlin entre 1884 et 1885. Donc en réalité, il n'y a pas de cadre étatique qui va organiser des élections en Afrique. Mais bon, on sait tout ceci, mais on va dire, bon voilà, démocratie, multipartisme. Et donc, bon, élection. Tout en sachant que les lois et tout le dispositif étatique n'étaient pas en place. Et donc, on va dévoluer le pouvoir tout simplement à ceux qui sont les plus fidèles clients du système colonial. Dans ce schéma, Laurent Gbagbo, par exemple, va venir et va déjouer tout le plan qui a été mis en place, par exemple, après la mort de Houphouët-Boigny et la transition chaotique, en tout cas, de Bédié. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le dispositif, dans la tactique coloniale, qu'est-ce qui s'est passé? Guéhi, le général Guéhi, avait pris conseil auprès de Yadema Yassimbe, qui était président du Togo. Et Yadema, c'est le spécialiste de la fraude électorale. Et effectivement, lorsque Guéhi va venir à Lomé, Guéhi va venir lui demander comment est-ce que vous faites pour vous faire élire de façon permanente. Alors, Yadema va lui sortir la recette de 1993. Oui, de 1993. Et cette recette consiste simplement à dissoudre l'organisation indépendante qui a en charge de l'organisation de l'élection, en l'occurrence la CENI ou bien la CEI, etc. Voilà, c'est la même structure partout. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand Guéhi retourne en Côte d'Ivoire? Il va effectivement être confronté au danger de perdre le pouvoir.
Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va appliquer tout simplement la recette d'Eyadema qui consiste à dissoudre la CEI et à faire proclamer les résultats par le ministère de l'Intérieur qui relevait directement de la présidence. Et malheureusement pour lui, et malheureusement pour ses complices, Laurent Gbagbo n'attendait pas laisser les choses se faire de cette façon. Laurent Gbagbo avait appelé à des manifestations populaires. C'est ainsi que l'armée, une partie de l'armée, s'était effectivement penchée en faveur du peuple et avait choisi effectivement que, bon voilà, il y avait une évolution démocratique dans le pays et donc l'armée n'avait pas pour mission de tirer sur la population. C'est ainsi qu'on a dû sortir d'Abidjan en hélicoptère et Gbagbo fut installé. Et donc, dans le dispositif colonial, il n'était pas prévu que la dévolution du pouvoir se fasse par le peuple. Ce n'est pas le peuple qui doit mandater les dirigeants. Donc Laurent Gbagbo, quand il était venu au pouvoir, il était venu en contradiction avec le fonctionnement du système. Voilà. Donc déjà, l'avènement, l'élection du pouvoir de Gbagbo créait déjà un problème pour la France. Voilà. Donc, toutes les raisons qu'on va évoquer plus tard ne sont que des additifs. Voilà. Puisque Laurent Gbagbo, dans sa façon d'arriver au pouvoir, il n'était pas coopté. Puisque le système d'élection des régimes au pouvoir en Afrique relevait de la cooptation. C'est la cooptation. Donc, Laurent Gbagbo va fausser ce schéma et va se retrouver dans des difficultés énormes. Donc, quelques mois après son arrivée au pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? On va déclencher, on va tenter des coups d'État, on va tenter un coup d'État, ça n'a pas marché, tout le monde a suivi cette opération. Et finalement, ce coup d'État a été transformé effectivement en une rébellion armée, avec la partition du pays.